Le 4 mai 1903, l'administration pénitentiaire de la prison fédérale de Leavenworth, au Kansas, va se confronter à l'énigme la plus troublante de son histoire. Parce que ce matin-là, au bureau d'enregistrement des nouveaux détenus, le greffier Matthew McLaury va faire face à un homme qui est déjà à l'intérieur des murs de la prison. McLaury, c'est pas exactement n'importe quel greffier. Il travaille dans cette prison depuis des années et il est probablement à cette époque une des personnes les plus qualifiées dans le monde pour identifier un être humain. Et c'est pas un hasard, parce que 15 ans avant, son père, le major Robert McLaury, qui est entre-temps devenu directeur de la prison, a été l'homme qui a importé aux États-Unis le système d'identification inventé par le français Alphonse Bertillon. Et son fils, Matthew, est en train de devenir le technicien le plus précis de ce système, qu'il a pu, du coup, être un des tout premiers à étudier. Le système Bertillon, ça consiste en 11 mesures du corps humain prises à la chaîne, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre, par le même type de personnel, et avec des instruments de mesure calibrés et sanctifiés. Les instruments qu'impose Bertillon, c'est les instruments qu'on utilise, et on n'en utilise aucun autre. Avec, on mesure la longueur et la largeur de la tête, la longueur du majeur gauche, du pied gauche, la longueur de l'avant-bras, et ainsi de suite pour d'autres zones du corps. Les 11 chiffres produits par ces mesures, mis bout à bout, forment une séquence que Bertillon appelle une formule anthropométrique. Formule qui est supposée être unique. Pour lui et pour tous ceux qui l'utilisent, il n'existe nulle part sur cette planète deux êtres humains qui partagent exactement la même séquence de chiffres. Ça règle un problème très concret de cette fin du 19e siècle, puisque à l'époque, il est très facile pour les criminels de changer de nom, de ville ou même d'état, et personne n'a la capacité de distinguer un nouveau visage d'un visage déjà connu, simplement transformé par le temps, la vie et les blessures. Matthew McLaury a pris des milliers de mesures dans sa carrière. On dit qu'il a développé une mémoire visuelle redoutable et qu'il est capable de reconnaître n'importe quel visage qui est déjà passé devant lui. Et donc ce matin de mai 1903, un nouveau détenu arrive dans son bureau. C'est un homme noir, il dit s'appeler Will West, et il est condamné à une peine de prison pour homicide involontaire. Ses papiers sont en ordre, et donc McLaury peut commencer la procédure standard. Il prend sa photo de face puis de profil, il sort ses pieds à coulisses et ses règles, et il prend les 11 mesures. Mais au milieu de sa procédure, il lève les yeux une deuxième fois vers ce visage qu'il avait à peine regardé en le voyant entrer, et il est frappé par son intuition. Et comme je vous le disais, son intuition, elle est extrêmement fiable. C'est pas compliqué, c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'il ne croit pas, il sait qu'il a déjà vu cet homme, ici, à Leavenworth. Il garde son calme, il se rassoit et lui demande « Vous êtes déjà venu ici ?» Et Will West, qui n'a de toute façon absolument aucune raison de mentir puisqu'il est parti pour faire sa peine quoi qu'il arrive, lui répond que non, que c'est la première fois qu'il franchit le portail de cette prison, et que d'ailleurs c'est même la première fois qu'il se retrouve en prison tout court. McLaury, il est habitué à ce que les détenus nient leurs antécédents, et de toute façon, lui, il croit pas à ce qu'on lui dit, encore une fois, il croit ce que le système Bertillon, qui est fait pile pour ça, dit. Donc une fois toutes les mesures rassemblées, il note la formule anthropométrique complète sur un papier, il va aux archives avec, et il trouve, voilà. Il met la main sur une fiche avec les 11 mesures qui sont parfaitement identiques à celles qu'il vient d'établir dans son bureau sur Will West. Avec la fiche, il y a une photo, et comme prévu, c'est bien la photo de Will West, et sur la fiche, il y a une date et un nom de détenu, donc 9 septembre 1901, William West. C'est-à-dire que déjà de base, il y avait assez peu de doutes, mais en plus le gars, il s'est même pas fait chier à changer son nom, hein, il a juste raccourci William en Will. Il retourne dans son bureau en prenant la fiche avec lui, et puis il la montre à Will West, qui la regarde, et qui prononce une phrase, qui va devenir une des phrases les plus célèbres de la science criminalistique moderne. « C'est bien ma photo, mais je sais pas où vous l'avez trouvée, parce que je ne suis jamais venu ici. » Et le problème, c'est que, bien que McLaury soit totalement sûr de lui, West aussi, il a l'air sacrément sûr de lui. Donc notre bon greffier, il est un peu pris au dépourvu, il retourne la fiche, et il voit un truc qui est pas censé être possible. La fiche qu'il a dans la main, c'est pas la fiche d'un ancien détenu. C'est la fiche d'un gars qui est dans la prison, en train de purger sa peine, en ce moment. En réalité, à quelques dizaines de mètres à peine du bureau où Will West est en train d'essayer de se défendre de ce dont on l'accuse implicitement, il y a un homme noir, a priori à peu près du même âge, incarcéré depuis le 9 septembre 1901 pour une peine de prison à vie pour meurtre, et qui s'appelle William West. Alors moi je connais l'histoire, donc avec le recul je peux dire ça, mais McLaury, lui, il se dit que juste William s'est évadé, et que c'est pas noté dans les archives, et voilà, le gars il est retourné casse-prison, c'est un truc assez classique. Mais, dans le doute, il envoie quelqu'un vérifier, et 5 minutes après, il voit à sa porte le maton débarquer avec au bout de son bâton la copie conforme du gars qu'il a devant les yeux. À ce moment-là, Matthew McLaury, fier fils de son père et fervent défenseur de la méthode Bertillon, a dans son bureau 2 hommes qui portent quasiment le même nom, qui ont les mêmes 11 mesures anthropométriques, dont les photographies sont totalement interchangeables, et qui affirment chacun ne jamais avoir vu l'autre de sa vie.
La promesse qu'Alphonse Bertillon avait faite à la science criminelle, c'était qu'il n'y aurait jamais deux hommes dans tout l'univers qui pouvaient exister en même temps et qui auraient les mêmes mesures. Et bah là, son plus digne représentant, il en a pile deux devant lui qui respirent le même air et qui doivent tous les deux se dire que la blague commence à être sacrément lourde. Et McClory, ça le fait pas beaucoup rire non plus, parce qu'il est devant la fin de la carrière de son père qui a passé sa vie à défendre le système et qui a poussé une bonne partie des États-Unis à l'utiliser. Pris au dépourvu face à ce qu'il croyait totalement impossible, il se résigne à utiliser une toute nouvelle technologie, concurrente de celle qu'il défendait, le système d'empreintes digitales. Le résultat, vous vous en doutez, les empreintes sont radicalement différentes, et ce matin, du 4 mai 1903, le système Bertillon est mort en direct à Leavenworth. La nouvelle science a remplacé l'ancienne, et les manuels de sciences légales enseigneront l'utilisation des empreintes digitales avec, en exergue, la date de ce triste jour pour Matthew McClory et son père. Ce sera l'histoire qu'on racontera dans tous les manuels d'histoire de la criminalistique, dans la brochure officielle du FBI de 1991 et dans les cours de sciences légales. Le moment où Will et William West se sont retrouvés face à face, où les photographies et les mesures ont échoué à produire une vérité, mais où on a appris que le corps détenait quelque part sur lui une vérité absolue que la science pouvait faire parler. Aujourd'hui, 123 ans plus tard, le seul problème qu'il reste à résoudre, le seul morceau de rigueur scientifique qu'il reste à promouvoir pour faire valoir la vérité scientifique, la seule part d'ombre apparente qu'il reste pour beaucoup de celles et ceux qui l'ont étudiée à dévoiler au sujet de cette histoire, c'est qu'elle est complètement fausse. Bon, effectivement, c'est quand même une grosse part d'ombre à dévoiler, j'ai peut-être un peu minimisé les trucs, mais à part ça, c'est une super histoire, je pense que vous êtes d'accord. Bon, déjà, il y a effectivement eu un gars de Scotland Yard qui s'appelle John Ferrier qui est passé à la prison de Leavenworth pour leur apprendre à relever les empreintes digitales. Mais ça, c'était en octobre 1904, donc plus d'un an après, et de toute façon, le relevé des empreintes a été autorisé aux États-Unis le 2 novembre 1904. Donc en mai 1903, il est matériellement impossible que McClory ait pu sortir une feuille d'empreinte pour résoudre son énigme en direct. C'est juste anachronique. Et puis, les empreintes digitales des deux West, effectivement, on les a, et effectivement, elles sont différentes, mais elles ont été prises le 19 octobre 1905, 2 ans et demi après la scène fondatrice supposée. Et même pas pour les différencier, mais juste parce que à cette date-là, la prison a relevé les empreintes de tout le monde. McClory, lui, il a jamais raconté cette histoire de sa vie, alors que le gars a quand même passé une grosse partie de celle-ci à faire des conférences pour parler de son taf, et puis l'histoire, elle sera racontée pour la première fois en 1918, donc 15 ans après les faits supposés, et par des personnes qui n'ont jamais foutu un pied à Leavenworth. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste inventé un narratif à partir de « Ah, tiens, c'est marrant, les deux noirs, ils se ressemblent un peu, et ils s'appellent presque pareil ». Et bon, comment vous dire que c'est raciste sans vous insulter Non, parce que si vous aviez trouvé qu'ils se ressemblaient pendant que je vous racontais l'histoire, c'est normal. Vous avez eu envie de croire au truc, c'est ouf, c'est vraiment les mêmes et tout. Maintenant que vous savez que c'est pas vrai, s'il vous plaît, faites un effort. Non. Mais non, ils se ressemblent pas. C'est deux mecs noirs dans la même position avec les mêmes fringues et la même lumière, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, regardez le titre de l'article sur lequel j'ai trouvé cette photo. L'affaire Will et William West, les détenus identiques qui ont prouvé la nécessité des empreintes digitales. Je sais pas si vous mesurez le niveau de dinguerie. Le récit entier repose sur une seule chose, le fait que les gens qui le propagent ont jamais côtoyé de personnes noires de leur vie. Bon. Vu qu'on est déjà à 8 minutes de vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça alors qu'on est dans une vidéo qui est supposée parler de diagnostic psychiatrique? J'y viens, vous inquiétez pas. Ce que cette légende dit d'intéressant, c'est justement dans les falsifications qu'elle est obligée de construire pour tenir debout. Et en particulier, la plus grosse d'entre elles, et qu'on n'a pas encore fini d'aborder, c'est que l'histoire, pour tenir debout plus de 3 secondes, elle a eu besoin d'inventer que les deux hommes ne se connaissaient pas, mais se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ce qui est un peu con, étant donné que, ils se ressemblent pas tant que ça, et justement, en fait, c'est presque dommage vu qu'ils sont de la même famille. Et oui, et le fait qu'ils s'appellent tous les deux West, c'est pas une coïncidence, c'est juste comme ça que marchent les noms de famille, quoi. C'est-à-dire que non seulement la scène elle a été inventée, mais sa prémisse tout entière repose sur une coïncidence extraordinaire qui remet en question la science, alors que y a pas de coïncidence, c'est deux cousins qui se ressemblent un peu. Pour que l'histoire ait du sens, de l'intérêt et juste une utilité, il a fallu effacer un lien de parenté, une chronologie légale et administrative, et une évidence visible. Il fallait inventer un récit pour justifier la pertinence d'un outil. Et pas n'importe quel outil, un outil qui prétend lire dans le corps humain une vérité absolue, mais qui, comme le système Bertillon, est entouré d'une promesse infiniment plus grande que ce qu'il est capable de faire en réalité. Parce que le système Bertillon, tout comme le système d'empreinte digitale, prétend
Pouvoir distinguer deux êtres humains à coup sûr d'un côté, et de l'autre qu'il n'y a pas deux êtres humains dans le monde qui soient identiques sur les critères qui sont définis par l'outil. Ce qui n'est pas vrai. L'histoire inventée de l'adoption des empreintes digitales aux États-Unis, c'est exactement la même histoire que celle qui se rejoue tous les jours dans les cabinets de psychiatrie. Une scène dans laquelle on fait semblant de croire qu'un spécialiste a réussi à faire parler un corps et qu'une vérité aurait été extraite de ce corps par un dispositif scientifique. Alors qu'en réalité, personne, à aucun moment de la procédure, n'a regardé quoi que ce soit d'autre que du texte, des cases et des performances orales. Ça, ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une croyance. Et c'est une croyance qui est loin d'être nouvelle, puisqu'elle s'appuie sur ce que la chercheuse américaine en Disability Studies, Helen Samuels, appelle les fantasmes d'identification. Le fantasme d'identification, pour Samuels, c'est la croyance que l'identité d'une personne, donc son apparence à tel ou tel groupe, sa différence, sa normalité ou ses besoins, peuvent et doivent être inscrits dans son corps. Ils doivent être lisibles sur son corps et ils doivent être vérifiables par un dispositif scientifique ou administratif qui pourrait faire parler le corps à sa place. C'est le fantasme fondateur du diagnostic psychiatrique moderne. Alors, pour être très clair sur les mots que je vais utiliser, dire que c'est un fantasme, c'est pas juste une façon un peu edgy ou un peu provocante de dire que c'est faux. La meilleure façon dont je pourrais vous définir la notion de fantasme telle qu'elle est utilisée par Samuels, c'est en passant par le concept de superstition. La superstition, c'est une croyance qui persiste après avoir cessé d'être justifiée et qui fonctionne sur un mode magique. C'est-à-dire, on fait un geste et on attend un effet. Quand on coupe totalement la possibilité qu'il puisse exister un lien entre le geste et l'effet, c'est-à-dire un truc qui puisse relier les deux, et bah la croyance que le lien existe ne s'effondre pas pour autant. Obtenir une issue positive à quelque chose parce qu'on a touché du bois, maudire des générations parce qu'on a cassé un miroir ou avoir de la malchance parce qu'on est passé sous une échelle, typiquement, plus personne ne sait quel était le lien supposé entre chacune de ces paires action, effet, et pour autant ça n'a pas empêché beaucoup de personnes de croire que ce lien existe. Et la différence entre le fantasme et la superstition, c'est le moment où on a arrêté de simplement maintenir la croyance par simple confort, mais parce que cette croyance commence à produire un désir. Quand la superstition, qui ne s'embarrassait déjà plus trop du réel ou de la connexion entre le réel et le discours, se met à fabriquer des désirs chez les gens, elle devient un fantasme. Dans le fantasme, on sait toujours que le lien entre la cause et l'effet est absent. On a accepté qu'il était absent, mais on s'est soudainement mis à vouloir qu'il existe. On fait plus juste semblant d'y croire pour que ça marche, on désire vraiment que ce soit vrai. De la même façon, on peut continuer à croire qu'un bout de papier signé par un psychiatre ou un compte-rendu de bilan neuropsychologique ou un code inscrit dans un dossier MDPH dit quelque chose de vrai sur le corps et sur le cerveau de la personne à qui on l'a collé. Alors que ce papier, si on le regarde vraiment, il ne contient rien de ce corps et rien de ce cerveau. Il contient du texte, il contient des cases cochées dans une grille qui a été écrite par un comité, il contient à la limite l'interprétation d'un ou d'une professionnelle formée à cette grille sur la base de ce que cette personne a bien voulu dire d'elle-même dans un temps extrêmement court, et une fois ce papier produit, on le traite comme s'il avait extrait quelque chose du cerveau, du système nerveux, du développement, comme on aurait prélevé du sang ou de la salive. Alors qu'à aucun moment de la procédure, personne n'a jamais regardé ni le sang, ni la salive, ni le cerveau, ni rien. On a regardé des mots, on a signé d'autres mots, et entre les deux, tout le monde fait comme si ces mots-là décrivaient le corps, parce qu'on veut qu'ils décrivent le corps. Donc c'est vraiment d'abord une superstition au sens strict, c'est-à-dire qu'on fait un geste, signer un papier, et on attend un effet, que les besoins de la personne soient reconnus. Personne ne demande jamais à voir le lien réel entre le geste et l'effet, on se contente du fait que le geste a été fait dans les règles, par la bonne personne, avec le bon tampon sur le bon formulaire. Mais là où c'est tragique, c'est que la superstition, elle se transforme en fantasme, c'est-à-dire qu'elle finit par créer le désir d'un lien entre la cause, le papier, et l'effet, la reconnaissance. Et que ce lien, ce soit le corps. Ce qui permet au papier de produire l'effet qu'il produit, c'est quelque chose qui serait vrai à l'intérieur du corps. Dit autrement, la superstition crée le désir que le lien entre le papier et la reconnaissance des besoins passe vraiment par le corps, qu'il y ait quelque chose de matériel dans le corps qui justifie l'existence du papier. Et c'est tragique parce que dans ces conditions, tout le monde a intérêt à entretenir ce fantasme. Les institutions ont intérêt à maintenir ce désir parce que c'est comme ça qu'elles trient les gens en catégories gérables, qu'elles décident qui a le droit à quoi, qu'elles budgètent leur politique publique, etc. Un handicap sans papier, pour une institution, c'est pas un handicap, c'est un bruit. Il faut un code, une case, une ligne dans un tableur, sinon la personne, elle n'existe pas dans le système.
Et même si on peut pas parfaitement prouver que la personne est handicapée, eh ben, il faut au moins pouvoir prétendre que la preuve, elle existe et qu'elle se trouve à l'intérieur du corps de la personne. Les professionnels ont aussi intérêt à maintenir ce fantasme parce que c'est le papier qui justifie leur expertise, leur rémunération et leur position sociale. Le jour où on se mettrait à reconnaître qu'une personne peut savoir d'elle-même ce dont elle a besoin, c'est l'institution de construction de la légitimité qui s'effondre. Et puis, ça c'est la partie la plus inconfortable à admettre, les personnes concernées aussi ont intérêt à maintenir ce fantasme. Parce que les personnes concernées vivent dans le système tel qu'il existe, pas dans un monde cohérent et idéal. Et dans ce système, le papier, c'est effectivement la seule chose qui marche. Les aménagements pour les personnes handicapées ne sont pas mis en place quand leur besoin apparaît, mais quand le papier apparaît. Et quand c'est le papier qui déclenche la réponse, on veut le papier, on demande le papier, on attend 18 mois pour avoir le papier, et on brandit fièrement le papier, et ce serait idiot de faire autrement. Ce fantasme, cette superstition, offre aux institutions une grille de lecture, aux expertes et aux experts une légitimité, et aux personnes concernées la porte d'entrée vers une reconnaissance de leur identité et de leurs besoins. Tout le monde sait que c'est faux, que ça n'a pas de prise dans le réel, mais tout le monde s'y plie. Mais ce qui est inquiétant, ça n'est pas tellement ça. Ce qui est inquiétant, c'est le rapport au corps que les modalités de cette superstition créent. C'est ce rapport au corps qui transforme cette superstition en fantasme. Samuels raconte comment aux États-Unis, on a poussé les personnes amérindiennes ou d'ascendance amérindienne à faire entrer leur identité à l'intérieur de ces modalités-là. Depuis le XXe siècle, les États-Unis ont vu proliférer le recours à un document d'identité officiel qui s'appelle le CDIB, le Certificate of Degree of Indian Blood. Un document d'État qui certifie le pourcentage de sang indien d'une personne. Indien. Ce certificat parle de sang et pourtant il est entièrement discursif. Il contient des noms, des dates, des numéros correspondant à des rôles tribaux et des pourcentages relevant de la généalogie, mais se faisant passer pour de la biologie. Les fameux 8% de sang Cherokee. Parce que, bon, un petit peu hors sujet, mais je le précise au cas où vous le savez pas, parce que je trouve quand même que c'est important. C'est-à-dire que mathématiquement, vous savez que vous avez bien 50% de l'ADN de chacun de vos parents, en gros. Et vous avez 25% de l'ADN de chacun de vos grands-parents, en gros. Mais vous avez pas 12,5% de l'ADN de vos arrière-grands-parents. L'ADN se transmet par blocs, et ces blocs ils sont tirés au sort à chaque fois qu'on fabrique un gamète, et donc certains ancêtres vous transmettent toujours un peu plus que leur part théorique. Et puis du coup d'autres un peu moins. Donc vous avez forcément de l'ADN de vos arrière-grands-parents, mais au-delà de ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'à chaque fois que vous remontez d'un cran, les blocs qui sont hérités d'un ancêtre donné rétrécissent. Ils sont cassés, remélangés et finissent par devenir tellement petits ou tellement différents de ceux d'origine qu'au tirage suivant, il y a juste plus rien qui correspond à cet ancêtre-là. À partir de la 7e ou de la 8e génération, vous avez des gens qui sont dans votre arbre généalogique, mais qui n'ont pas du tout contribué à votre génétique. Vous descendez d'eux sur le papier ou historiquement, mais votre corps ne le dit absolument pas. Dans le cas du diagnostic, comme dans le cas du CDIB, on a affaire à ce que Samuel s'appelle la biocertification. La biocertification, c'est la certification par une institution d'une réalité biologique d'une personne dans un document qui est produit sans la nécessité d'aucune réalité biologique. Le CDIB parle de sang, mais ne regarde jamais le sang et n'a rien à voir avec le sang, parce que le sang est le lieu d'une fiction à laquelle on a envie de croire. Et les tests génétiques qu'on peut commander sur les sites du type MyHeritage prouvent à quel point est-ce que cette fiction, elle nous plaît. Ces tests, ils mesurent pas un gène amérindien ou un gène scandinave, ils mesurent la présence chez vous de petits marqueurs génétiques qui, dans leur base de données commerciales, sont statistiquement corrélés à des populations qu'ils ont eux-mêmes classées comme natifs américains ou comme nord-européens. D'autant plus que c'est absolument pas fiable dans le cas des premiers, parce qu'il faut rappeler que, pour des raisons extrêmement compréhensibles, historiquement, l'immense majorité des personnes issues des espaces culturels amérindiens ont toujours refusé de donner leur ADN aux entreprises. Donc on est bien dans un mécanisme de biocertification, un papier qui produit une réalité biologique autrement impossible à observer parce que purement fantasmé. Et encore, aussi absurde que puisse être le CDIB, au moins lui il se réfère à des trucs qui existent. Je veux dire, le sang ça existe, l'ADN ça existe, la généalogie ça existe. Mais dans le type de biocertification qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que les questions qu'on doit se poser, c'est des questions infiniment denses. Et ça peut être des questions du style, est-ce que la psychiatrie existe? Est-ce que l'esprit existe? Et puis pour faire une question quand même plus précise pour notre vidéo, est-ce qu'il existe une réalité biologique au moins théorique, au moins un peu observable, sur laquelle on peut appuyer confortablement les diagnostics psychiatriques?
Parce que le processus diagnostique classique en psychiatrie ne prétend pas pouvoir reposer sur l'imagerie, l'analyse sanguine ou la comparaison de séquences ADN. Et ça, c'est pas juste parce qu'on aurait la flemme d'aller regarder, c'est parce que pour la quasi-totalité des catégories du DSM ou de la CIM, il y a tout simplement rien à regarder. Il n'existe aucun marqueur biologique stable, validé, reproductible qui permettrait de distinguer une personne autiste d'une personne non autiste, ou une personne bipolaire d'une personne non bipolaire, ou une personne schizophrène d'une personne non schizophrène. Aucun, zéro. On vous parlera éventuellement de corrélats, c'est-à-dire de petites différences statistiques qui apparaissent en moyenne quand on compare des groupes, mais ces corrélats, ils ne permettent jamais, à l'échelle d'une personne, de valider quoi que ce soit. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils font, c'est d'affiner de plus en plus un modèle de cerveau moyen de toute une population, mais une population tellement grande et tellement diverse qu'à l'intérieur de celle-ci, aucun individu n'a un cerveau qui ressemble à ce modèle. C'est-à-dire que vous prenez le cerveau autiste moyen, il n'y a pas un seul autiste qui a un cerveau qui ressemble à ça. Parce que justement, vous avez pris les cerveaux de 10 000 personnes et vous avez fait la moyenne. Et statistiquement, il y a forcément des particularités. Vous prenez n'importe quel groupe et ça fait des particularités. Il y a une tendance particulièrement ces 2-3 dernières années à vouloir absolument croire qu'il s'agit d'un retard technologique qui, promis, va être rattrapé l'année prochaine. Et j'ai souvent des questions à ce sujet dans mes commentaires, des questions de gens qui ont lu des articles qui racontaient qu'on avait progressé sur notre capacité à détecter tel ou tel trouble dans une IRM fonctionnelle. Et là, désolé, je vais encore vous décevoir. C'est pas possible. Et c'est pas un problème d'outils, de technologie ou de connaissances. C'est juste matériellement et logiquement impossible. C'est impossible parce que les catégories qu'on essaye de mesurer dans ce genre d'études, elles n'ont de toute façon jamais prétendu être définies à partir d'une réalité biologique avant d'être inscrites dans le DSM. Il n'y a jamais écrit dans le DSM l'autisme c'est un trouble qui fait qu'on a un cerveau qui ressemble à ça, ou la bipolarité c'est un trouble qui fait que le cerveau il agit de cette façon à cet endroit-là. Jamais, nulle part. Ces catégories, elles sont construites à partir de descriptions comportementales qui ont ensuite été votées en comité. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de biologie en amont, ni même la prétention qu'il y aurait de la biologie en amont et que le comportement et la cognition seraient des révélateurs de certaines réalités biologiques qu'on ne connaît pas encore. Les équipes qui cherchent ces marqueurs biologiques font une erreur épistémique monumentale, et les personnes qui lisent ces articles avec espoir et envie sont en train de projeter sur la notion de corporalité des fantasmes qui sont des produits du système que je viens de décrire dans cette vidéo. Des personnes qui fantasment l'idée que, entre le diagnostic et leurs droits, il y aurait un lieu qui serait pur et objectif et que ce lieu, ça serait leur corps. Pour la comparaison, imaginez qu'une équipe de recherche décide d'étudier le cerveau des titulaires du permis de conduire. Elle prend un groupe de personnes qui ont le permis et un groupe de personnes qui ne l'ont pas. Et elle cherche des différences moyennes entre les deux groupes. Elle en trouvera. Elle en trouvera forcément parce que n'importe quelle comparaison entre deux groupes humains suffisamment larges produit des différences moyennes. Peut-être que les titulaires du permis, ils ont en moyenne une meilleure acuité visuelle, une meilleure coordination œil-main, des zones motrices un peu plus développées, peu importe, on s'en fout. Est-ce que ça voudrait dire pour autant qu'on a trouvé le corrélat biologique du permis de conduire ? Évidemment que non, le permis de conduire n'est pas la traduction administrative d'une réalité biologique. C'est un titre administratif qu'on obtient en passant un examen, et cet examen, il sélectionne les gens selon certaines capacités qui, elles, ont éventuellement une existence corporelle. Mais le fait que ça marche dans ce sens-là ne veut pas dire que ça marche dans l'autre. Les corrélats qu'on trouverait à ce moment-là, ce seraient ceux de l'examen. Ce ne seraient pas ceux d'une entité qui serait appelée permis de conduire et qui existerait dans le cerveau. Personne ne penserait aller chercher dans une IRM la zone cérébrale qui fabrique les titulaires du permis de conduire. Le diagnostic psychiatrique, c'est exactement pareil. Il est produit par un comité qui vote des grilles et par des professionnels qui font passer des examens oraux. Ce que ces équipes cherchent dans les IRM, en réalité, c'est une espèce de justification rétrospective de la seule chose que le diagnostic psychiatrique sait vraiment évaluer. Une performance. La performance d'une personne lors d'un exercice oral de quelques dizaines de minutes dans lequel elle doit pouvoir présenter ses symptômes et son corps d'une façon qui corresponde à la grille que la personne en face a dans les mains. Et comme tous les examens oraux, celui-ci va distribuer les résultats en fonction de biais sociologiques, raciaux, genrés, géographiques, financiers, et j'en passe. Et le problème, c'est que ce type d'examen ne reste jamais à l'intérieur du cabinet où il se passe. Une fois qu'on a mis dans la tête des gens que le droit à la reconnaissance passe par une performance jugée par quelqu'un de formé, par une personne experte, tout le monde commence à se sentir autorisé à faire partie du jury.
Dans son livre, Samuels, elle raconte la naissance d'un site qui s'appelle handicapfraud.org, un site qui a été ouvert en 2007 et sur lequel des passants anonymes dénoncent des inconnus qu'ils suspectent d'avoir utilisé frauduleusement une place de stationnement handicapé. Plus de 13 000 signalements ont été déposés, et quand on lit les commentaires, on comprend très vite qu'il ne s'agit pas du tout de vérifier la validité d'un papier. Il s'agit de juger une prestation. Les dénonciations, elles décrivent en détail l'apparence des suspects, leur âge supposé, la vitesse de leur démarche, le fait qu'ils portaient un enfant, le fait qu'ils sortaient d'une salle de sport, le fait que telle femme avait des talons de 10 centimètres, le fait que tel homme n'avait ni plâtre, ni boitement, ni blessure visible. En fait, les gens qui écrivent ces signalements, ils ont spontanément reconstitué dans leur salon les mêmes attentes que celles présentes dans une grille d'un bilan neuropsychologique. Sauf que là, la consultation, elle a lieu sur un trottoir, à l'œil nu, et que l'expert, c'est n'importe quel internaute qui veut se faire un justicier de la biocertification. Et ce qui est vertigineux, aussi pour en revenir à la dernière vidéo, c'est que la surveillance ne s'arrête pas aux personnes dont le handicap est invisible. Samuels montre qu'elle frappe aussi et très violemment les personnes visiblement handicapées, dont le comportement contredit le stéréotype, comme celle qui est citée dans un signalement qui décharge elle-même son fauteuil roulant motorisé de sa voiture, et au sujet de laquelle on fait le reproche formulé par la phrase « Si vous pouvez faire tout ça, est-ce que vous êtes vraiment handicapé ?» Le fauteuil, il est bien là, il est visible, il est réel, mais ça ne suffit pas, parce que, encore une fois, ce qu'on évalue, ce n'est pas le corps, c'est la performance du handicap. Et à partir du moment où le handicap est une performance, à partir du moment où il y a une performance n'importe où, il y a toujours un public pour trouver qu'elle n'est pas convaincante. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur Internet entre personnes concernées dans les communautés neuroatypiques, autistes, TDAH ou 10. Des gens qui ont eu leur papier, souvent après un parcours épuisant et coûteux, se retrouvent à dénoncer celles et ceux qui se disent autistes ou TDAH sans l'avoir eu. T'es pas un vrai autiste, t'as pas le diag officiel. Cette phrase, elle opère exactement le même geste que celui des fake claims sur handicap fraud. C'est une personne qui s'est autorisée, parce que sa performance à elle a été validée, à juger la performance des autres et à décider que celles et ceux qui ne sont pas passés par le dispositif de biocertification n'ont pas le droit à la catégorie. La biocertification a fait son travail. Elle a produit à l'intérieur même des communautés opprimées des gens qui surveillent et dénoncent leurs pairs au nom d'un papier dont ils savent pourtant très bien, s'ils s'arrêtent une seconde pour y réfléchir, qu'ils ne mesurent rien de ce qu'il est supposé mesurer. Et je sais que pas mal de gens vont faire cette remarque, alors je préfère la préchote moi-même. C'est assez facile de faire le rapprochement entre cette idéologie de retour à la corporalité, au gène et au sang, et l'idéologie eugéniste du Troisième Reich. Et c'est pas du tout idiot comme comparaison, mais les conceptions qui amènent à ce fantasme ne sont pas nées sous l'idéologie nazie. On peut les comprendre en fait de façon beaucoup plus globale par un retour à Foucault. Michel Foucault a inventé un mot pour nommer ce moment où les États modernes arrêtent de se contenter de gouverner des territoires et commencent à gouverner des corps. Il appelle ça le biopouvoir. Le biopouvoir, pour le dire très vite, c'est l'idée qu'à partir du XVIIIe siècle, les États occidentaux découvrent qu'ils peuvent faire leur travail d'État non plus seulement en punissant ou en taxant des individus, mais en administrant scientifiquement des corps. Ça veut dire connaître les taux de natalité, les taux de mortalité, les épidémies, les maladies, les corps en capacité de travailler, donc valides, et les corps qui ne peuvent pas travailler, donc non valides, les corps qui ne se reproduisent pas, les corps qui se reproduisent, et ça veut dire développer tout un appareillage savant, médical, statistique, administratif pour classer ces corps, les trier, les orienter vers les bons dispositifs, et en extraire soit de la richesse, soit de l'ordre. Le biopouvoir, c'est pas une idéologie, c'est une manière de gouverner qui a besoin pour fonctionner que chaque individu devienne un cas mesurable, nommable, inscriptible dans une grille. Et dans cette logique-là, le nazisme, c'est pas une anomalie historique, c'est un point d'aboutissement possible, le moment où la grille devient meurtrière, où le tri des corps se transforme en élimination des corps jugés non conformes. Mais avant, pendant et après le nazisme, la même logique continue partout dans toutes les institutions occidentales sous des formes souvent moins spectaculaires mais qui partagent la même structure profonde. La médecine qui trie, l'école qui classe, la psychiatrie qui diagnostique, la MDPH qui évalue, les statistiques qui prédisent. Toutes ces institutions sont les héritières directes du même geste fondateur, le geste qui dit « Pour qu'une population existe comme objet de gouvernement, il faut que chaque corps puisse être contenu à l'intérieur d'une catégorie. »
Et le fantasme d'identification que Samuels décrit, c'est la forme subjective, intériorisée que prend ce geste quand il ne vient plus d'en haut, quand il est relayé par les personnes elles-mêmes, qui en viennent à désirer leur propre case, parce que c'est la seule façon qu'elles ont trouvé d'exister et de faire exister leurs besoins aux yeux d'un système qui ne voit que des cases. Et le paradoxe, c'est que ces cases, elles sont fragiles. C'est encore une fois tout le principe d'une superstition. On croit au lien entre une cause et son effet, tout en sachant que ce lien est virtuel et insaisissable. Et c'est pas un secret pour qui que ce soit, je suis pas en train de vous révéler un truc. On sait que les diagnostics changent, que les critères changent, que les noms changent, que deux personnes avec le même diagnostic peuvent avoir strictement rien en commun. Les institutions le savent, les professionnels le savent, les personnes concernées le savent, mais on a besoin, comme avec l'histoire des deux West, d'un récit dans lequel la science triomphe d'une énigme impossible en faisant parler le corps. Même si ça demande d'effacer un lien de parenté évident pour que le corps puisse être convoqué comme juge de dernière instance. Ce qui fait que cette histoire, elle est extraordinairement évocatrice, c'est tout le contexte qu'elle produit. Elle efface la parole de deux hommes noirs qui se connaissent, qui sont de la même famille, et elle invente des héros blancs qui ont trouvé dans la biologie le moyen de les distinguer sans avoir besoin de les connaître ou de les écouter. Et c'est pour ça que fantasmer un diagnostic parfait, un diagnostic qui serait enfin prouvable, objectivable, biologique, lisible dans une IRM ou dans un prélèvement, c'est pas une aspiration scientifique neutre, c'est rejouer exactement ce même geste. C'est vouloir qu'une machine vienne dire à notre place ce qu'on sait déjà sur nous-mêmes, parce qu'on a intériorisé qu'on n'avait pas le droit de le savoir tout seul ou toute seule. Et ce diagnostic parfait, il n'existera jamais, pas parce que la science n'est pas assez avancée, mais parce qu'il n'y a rien à trouver. Ce qu'il y a à la place, ce qu'il y a toujours eu, c'est des personnes qui ont des besoins, qui ont des histoires, qui ont des contextes, qui ont des corps, et qui savent déjà, sans qu'on ait besoin de leur dire, que l'on ait besoin de leur sortir une fiche, ce qui leur arrive. Nos besoins ne sont pas légitimes parce qu'ils sont sanctionnés de telle ou telle façon par une autorité administrative, ou parce qu'un comité a voté qu'ils existaient. Ils sont légitimes parce qu'on les a, comme n'importe quel besoin qu'on prend pour acquis. Pas dans notre corps, mais dans nos revendications. Pourquoi je dis ça? Les enjeux des personnes handicapées sont nécessairement des enjeux politiques. C'est pas des enjeux à politiser, c'est des enjeux qui n'existent que dans l'espace des luttes politiques. C'est pas mon avis, c'est pas mon opinion, c'est une conséquence logique et obligatoire du système tel qu'il existe. Parce que quand les institutions ont décidé que c'était leur rôle de déterminer les besoins des individus, et qu'elles ont décidé que cette détermination, elle se ferait par le biais d'instances scientifiques autoritaires. Ces instances, elles finissent par produire une réalité, la réalité scientifique, celle qui condamne nos réalités, celle qu'on vit et qu'on expérimente tous les jours, à ne pouvoir exister que dans nos discours. Et ces discours, du coup, ils ne peuvent être rien d'autre que des discours minoritaires, et donc des discours marginaux, et donc des discours dissidents.